Alors, du coup, comment va se dérouler un petit peu l'atelier de ce soir? Alors, globalement, ça va se distinguer en trois parties. Alors, la première partie, elle sera vraiment centrée sur le compteur Linky en tant que tel, hein, comprendre un petit peu son fonctionnement, ainsi que l'utilisation du compte client Enedis et également de l'application qui est associée. Une deuxième partie qui sera plus cette fois centrée en fait sur le suivi des consommations, voilà, concrètement avec le compteur Linky, ce qu'on peut faire, notamment des alertes consommation, des puissances maximales qu'on peut atteindre par rapport à son contrat, donc plutôt des applications concrètes. Et puis on terminera voilà, dans un dernier temps, dans une troisième partie, plutôt par comment dire, de la maîtrise de ces consommations d'électricité. Voilà, l'électricité, ça va être le thème de la soirée, donc voilà, autour notamment d'éco-gestes et également d'un petit quiz, je vous solliciterai à ce moment-là. Mais voilà un petit peu comment va se dérouler cet atelier. Mais du coup, sans plus tarder, je donne la parole donc à Marine, notamment pour le début de cette première partie, tout savoir sur Linky. Donc, merci Vincent. Donc, en préambule, on voulait déjà peut-être rappeler voilà, quel est le rôle d'Enedis, parce que finalement, c'est parfois un petit peu compliqué de s'y retrouver, je dirais, dans le paysage des différents acteurs de l'électricité voilà, en France. Donc, on a effectivement Enedis qui est donc, le gestionnaire hein, du réseau de distribution d'électricité. Donc, c'est une entreprise de service public qui emploie aujourd'hui environ 38 000 personnes et qui gère, je dirais, environ 95% finalement du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire français. Donc, il faut bien distinguer. On a en France les producteurs d'électricité, qui peuvent être des producteurs que ce soit de nucléaire, de PV, de panneaux photovoltaïques, par exemple. Donc, on a vraiment les producteurs. On a ensuite le réseau de distribution, le réseau de transport, qui est géré par RTE. On a ensuite donc la partie vraiment réseau distribution, donc c'est ça qui nous intéresse ce soir, qui va vraiment chez tout à chacun, jusqu'au compteur finalement des particuliers. Et après finalement la dernière case, je dirais, c'est vraiment ce sont les fournisseurs d'électricité. Et donc les fournisseurs vont être complètement indépendants du réseau de distribution électrique. Et vous pouvez faire appel à n'importe quel fournisseur finalement. Donc c'est un domaine aujourd'hui qui est concurrentiel. Concrètement, au niveau de nos missions de service public, Enedis va exploiter et moderniser le réseau, dépanner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, notamment dans le cas de tempêtes ou d'événements climatiques. Enedis va assurer aussi le raccordement au réseau électrique. C'est le volet plus raccordement. Le comptage de la consommation, donc ça, on le verra au travers du compteur Linky. Et après, donc un volet un peu nouveau qui va être vraiment en lien avec l'accompagnement des collectivités locales, par exemple avec tout ce qui est projet de transition énergétique, et notamment au travers de l'arrivée du compteur Linky. Pour finir sur cette introduction, donc aujourd'hui, voilà, il y a environ 35 millions de compteurs Linky qui ont été installés. Et finalement, voilà, en fin d'année, on estime qu'il y aura environ 90% des foyers français qui seront équipés du compteur communicant, avec vraiment un objectif fort de permettre à tout à chacun de mieux maîtriser sa consommation et au final sa facture, et dans une optique aussi de finalement de maîtrise de l'énergie pour préserver notamment les ressources de la planète. Donc voilà un petit peu pour l'introduction en général. Ok, merci beaucoup. J'avais juste une petite question. Armel Vitois, donc en fait, je suis de Ben en transition. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le distinguo entre RTE et Enedis? Oui, c'est une Oui, bonne question. Frédéric, pardon. Excuse-moi, non, mais Frédéric. tout simplement, RTE, donc c'est le réseau de transport de l'électricité. En fait, ce sont, on va dire, des cousins éloignés en fait du distributeur. Il y a une différence de tension, en fait, de domaine de tension. Nous, on est plus sur de la moyenne tension et de la basse tension, et le réseau de transport le réseau de transport d'électricité est plus sur de la très haute tension. On va le schématiser comme ça, en fait. En gros, c'est ce que vous voyez. Vous voyez des énormes pylônes dans les champs, par exemple. Là, c'est du réseau de transport d'électricité.
D'accord. On le schématise comme ça, hein. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est effectivement des gros domaines de tension. La moyenne tension, pour vous situer, la distribution, en fait, ça va de 20 000 volts, 20 kilos. Vous voyez, généralement, ce sont des lignes qui sont par trois, quand vous le voyez dans le paysage, hein. C'est des pylônes conséquents, mais beaucoup moins que le réseau de transport d'électricité. Et généralement, donc, ce sont trois phases, hein. On achemine effectivement l'électricité sur trois phases. Et vous avez effectivement donc ces câbles qui courent des fois sur du réseau aérien, mais aussi sur du réseau souterrain, bien évidemment. Et ensuite, vous avez la basse tension, donc on va dire que c'est le réseau d'un client lambda. Merci pour ces précisions. Alors effectivement, et moi j'avais oublié de le préciser concernant les questions. Donc, si vous avez effectivement des demandes de précision par rapport à ce qui est évoqué, des explications supplémentaires à demander, donc n'hésitez pas, hein. Évidemment, comme ça a été le cas là par exemple, pour vous apporter des explications supplémentaires. Après, si vous avez plutôt des questions d'ordre général ou sur des sujets qui n'ont pas été forcément abordés ce soir, vous pouvez les garder plutôt pour la fin de session où il y aura un temps consacré à des questions. C'est afin de ne pas trop déborder sur le timing, mais si c'est vraiment sur des sujets ponctuels où vous avez besoin de précision, n'hésitez pas. Voilà, je rends la parole du coup, alors soit Olivier, soit Frédéric, dépendamment, pour la suite. Du coup, je pense que vous pouvez passer, Vincent, normalement. Voilà. OK. Donc, bon, un petit quiz histoire de présenter le sujet du compteur Linky. À votre avis, que peut nous apporter le compteur Linky? Alors, peut-être en préambule, il faut savoir la genèse. C'est quoi la genèse du compteur Linky? Ça répond à une directive européenne qui a été traduite dans le droit français et les pouvoirs publics ont demandé donc à Enedis, un distributeur d'énergie, de moderniser son réseau et donc de mettre en place des compteurs communicants. Et c'est là qu'est né le compteur Linky, donc qui est un compteur communicant. Voilà un petit préambule sur la genèse du compteur Linky. Donc, à votre avis, est-ce que le compteur Linky, il peut vous apporter des nouveaux services, permettre d'agir sur la consommation d'électricité, avoir une facture précise, l'accès à de nouvelles offres fournisseurs? Alors moi, j'ai pas le chat. Donc, alors moi, je surveille le chat, donc si je vois des réponses qui s'affichent, je vous le dis. Et sinon, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Voilà, on est combien? On est une dizaine ce soir, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Bon, du coup, en fait, c'est bien les quatre, hein. Le compteur Linky apporte des nouveaux services. En effet, le fait qu'il soit communicant, par exemple, il permet de faire des interventions à distance, comme des mises en service ou des augmentations de puissance ou des modifications de structures tarifaires. Effectivement, il permet aussi d'agir sur sa consommation, on le verra tout à l'heure, grâce notamment à l'exploitation de la courbe de charge qui est disponible avec le compteur Linky. Bien évidemment, il permet aussi une facturation précise, hein, puisqu'il permet un relevé à distance, et donc c'est la fin de ce qu'on avait pu connaître il y a quelque temps sur les factures avec index estimé, qui étaient très souvent ou parfois source de contestation avec nos clients. Et puis, il y a l'accès à des nouvelles offres fournisseurs, puisque effectivement, le compteur Linky, il est en capacité d'être programmé avec 10 index fournisseurs, donc avec des offres de plus en plus adaptées à toutes les situations. Pour vous comparer, hein, au jour de jour, sans le compteur Linky, grosso modo, sur un compteur, on peut enregistrer 2 index, hein, les heures creuses qu'on appelait traditionnellement les heures creuses et les heures pleines. Avec le compteur Linky, on peut enregistrer 10 index fournisseurs, donc grosso modo, potentiellement 10 prix du kilowattheure différents. Voilà, donc ça, c'est une possibilité du compteur Linky, c'est de s'adapter aussi à toutes les offres nouvelles, et variées de tous les fournisseurs qui sont sur le marché, et ils sont nombreux puisqu'ils sont plusieurs dizaines sur le marché.
Juste pour rebondir, Olivier, et pour donner un peu de précision comme ça, ce sont effectivement des offres, on va dire, typées Special Linky. Ça veut dire que vous avez, comme disait monsieur Olivier Robichon tout à l'heure, là, vous avez effectivement des offres qui sont vraiment au plus près du souhait d'un client. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un tarif réduit, par exemple, de 30% les week-ends et jours fériés. Vous avez éventuellement comment dirais-je, des tarifications qui permettent d'ajuster l'abonnement à un pas plus précis par rapport à des tarifications sur lesquelles vous avez l'habitude de souscrire en termes de contrat, de fourniture vis-à-vis d'un fournisseur. Vous avez effectivement ce qu'on appelle des offres, des offres vertes en fait, et des offres uniquement au week-end, réservées à des propriétaires par exemple de véhicules électriques ou hybrides. Ce sont des exemples, mais vous avez effectivement un panel en fait donc d'offres beaucoup plus conséquent qu'il n'y avait jusque-là. Voilà. Tu peux, Olivier. Ouais. Voilà, ok. Alors, pour vous décrire un petit peu le compteur Linky, donc le compteur Linky, par définition, il a toujours, entre guillemets, une jaquette verte, hein, donc on le reconnaît par rapport à ça. Alors, quelques indications sur le compteur Linky, là, si on regarde ce qui est en 1, c'est un petit indicateur lumineux qui permet de traduire visuellement sa consommation. À l'origine des compteurs qui tournent avec des disques, hein, on voyait le disque tourner, et bien sur un compteur Linky, j'allais dire entre guillemets, le disque il est remplacé par cette LED qui s'allume, et si je simplifie, hein, plus la LED s'allume rapidement, plus le compteur il enregistre de consommation. Ça vous donne un point de repère. Excusez-moi, voilà, c'est ça vous donne un point de repère. C'est pour donner un point de repère. Bon, mais ça n'a pas d'autre. Voilà, n'essayez pas de maîtriser votre consommation d'électricité en fonction de la fréquence de la LED. Il y a d'autres moyens beaucoup plus aisés et beaucoup plus simples de le faire. Après, au milieu, hein, vous avez un afficheur qui permet de visualiser à la demande la plupart des paramètres du compteur. J'y reviendrai tout à l'heure sur quelques-uns. Vous avez en bas des touches plus et des touches moins qui permettent justement de faire défiler les informations qui sont sur cet écran. Bon, en cadre, vous avez votre numéro de compteur, mais là aussi, je ne vais pas passer rapidement. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à savoir quel est son numéro de compteur. Et après, vous avez des informations qui défilent. Donc, par exemple, le nom de votre contrat. Au jour d'aujourd'hui, hein, les contrats, ils sont plutôt base ou heure creuse. Donc, quand vous défilez, quand vous appuyez sur votre touche, sur la touche plus du compteur, eh ben, va apparaître le nom de votre contrat. Si vous continuez à appuyer, va apparaître aussi la puissance souscrite de votre contrat. Comme disait Frédéric hein, tout à l'heure, au jour d'aujourd'hui, la plupart des contrats sont calibrés 3, 6, 9, 12, 15, 18, etc. Kilovoltampères. Donc, ça vous permet de voir quelle est la puissance que vous avez souscrit auprès de votre fournisseur. Si on continue à faire défiler, on va arriver sur ce qu'on appelle la puissance apparente. La puissance apparente, c'est la puissance que votre installation absorbe à l'instant T. Exemple, si jamais j'éteins tout et que je mets juste une machine à laver, eh ben, je vais voir apparaître une puissance qui va être équivalente à la puissance que la machine à laver elle a besoin. Ça vous permet de voir si à un instant T, où j'en suis de la puissance appelée sur mon installation. Et puis, si on continue encore à défiler, hein, on va voir apparaître la puissance maximum que l'installation a observée. Et là, ce n'est plus à l'instant T, mais c'est le max, hein, puisque dans la journée, la puissance qui est tirée sur une installation varie en fonction des appareils qui sont dessus. Hein, et ben, elle va vous donner le point max, c'est-à-dire, j'allais dire, la puissance maximum que votre installation elle a besoin pour fonctionner, j'allais dire, normalement. Ça, c'est important aussi. Hein. Ça vous permet effectivement de regarder par rapport à la puissance de votre contrat. Si vous avez souscrit un contrat, par exemple, de 9000 watts, 9 kVA, et si vous êtes uniquement, quand vous regardez effectivement avec ces touches défilement sur une puissance max atteinte seulement, par exemple, de 6, ben, vous pouvez vous dire, effectivement, ce n'est pas la peine que j'ai un contrat à 9 kg. Si je ne dépasse pas une puissance de 6 kg, par exemple, ben, je peux très bien redescendre à une puissance souscrite de 6 kg.
Donc ça, c'est avec votre fournisseur. OK. Alors, la courbe de charge. Alors, la courbe de charge définit en fait l'évolution de votre consommation d'énergie pendant une durée de pas. Alors, la durée de pas, si vous souscrivez à cette courbe de charge, parce que c'est quelque chose sur lequel il faut que vous souscriviez, c'est quelque chose qui est gratuit, mais que seul le titulaire du contrat peut le faire, vous aurez une courbe de charge au pas d'une demi-heure, de 30 minutes. C'est le pas maximum et minimum que l'on peut faire. Et donc, c'est la puissance électrique que vous consommez pendant cette durée de 30 minutes. Alors, c'est pas tout à fait, c'est bien la puissance qui va être enregistrée au pas d'une demi-heure. Et une bonne analyse de la courbe de charge, c'est indispensable pour comprendre la consommation électrique et optimiser la puissance souscrite de son compteur. On verra tout à l'heure, hein, on va donner des exemples, mais ça vous permet de visualiser un petit peu comment consomme votre installation intérieure en fonction du mois de l'année, en fonction du jour de la semaine, en fonction de l'heure dans le jour de la semaine, et donc de s'interroger sur ses habitudes de consommation. Et quand on s'interroge sur ses habitudes de consommation, eh bien souvent, c'est pour les réduire, et le simple fait de s'intéresser peut permettre la réduction de sa consommation. Alors attention, je précise, hein, le compteur Linky, peut-être j'aurais dû le préciser dès le départ, c'est pas le compteur Linky, c'est pas le simple fait de poser un compteur Linky qui va faire qu'on réduit les consommations. Hein. Le compteur Linky, c'est d'abord, en premier lieu, un compteur qui enregistre les consommations, et c'est le fait de s'intéresser à sa consommation qui va faire qu'on va mieux la maîtriser et donc la réduire. En fait, oui, on parlait de pas. Alors, c'est peut-être un peu bizarre. C'est des pas de 30 minutes. En fait, c'est un espace-temps. Et pour des questions de volumétrie, en fait, on ne peut pas descendre sous un pas inférieur à 30 minutes. Parce qu'il y a évidemment beaucoup de contrats, donc on va dire de clients qui ont des puissances inférieures à 36 kVA. Donc, on ne peut pas descendre en dessous. Alors après, si vous voulez faire effectivement des statistiques plus réduites, vous n'aurez effectivement que cet espace-temps de 30 minutes. Voilà. On ne peut pas descendre en dessous. Hein. Alors, cet espace-temps de 30 minutes, hein, il est en plus réglementé par la Commission de régulation de l'énergie. C'est-à-dire que c'est elle qui nous a imposé ce pas de temps. Alors, je me permets une petite intervention. Oui, juste une petite précision par rapport à ça. On verra tout à l'heure, hein, quand on ira, moi je vous expliquerai un petit peu le rôle en fait de créer en fait son espace client en fait pour récupérer différents paramètres au niveau de votre comptage. En fait, ces courbes de charge, c'est très important de le dire. En fait, il faut en fait les souscrire quand vous allez créer votre compte client. Si vous souhaitez effectivement des courbes de charge, vous aurez un endroit où il faudra effectivement demander cette souscription. Si vous ne souscrivez pas effectivement à cette option courbe de charge, vous n'aurez pas évidemment de possibilité de voir des courbes de charge. Donc il faut véritablement effectivement donc souscrire à cette option courbe de charge pour récupérer donc évidemment les données. Hein. Et j'ajoute que cet abonnement à la courbe de charge, elle est réversible à tout moment. Vous pouvez l'activer et se désabonner à tout moment sans aucune autre contrainte que le souhait de le faire. Par contre, si vous souhaitez récupérer des historiques de courbes de charge, on va dire en amont en fait de votre demande, vous ne pourrez pas, à partir du moment où vous avez souscrit cette courbe de charge, on va dire que ça va démarrer à partir du moment où vous allez souscrire cette courbe de charge. Donc il faudra évidemment attendre un petit peu, être patient au moins sur un mois pour au moins avoir un historique évidemment de vos habitudes entre guillemets. Sinon vous ne pourrez pas effectivement évidemment faire des stats quoi. Vous avez la possibilité de récupérer effectivement, autre que ces courbes de charge, qu'on appelle des historiques de données de consommation.
Là, vous pouvez effectivement récupérer en amont. Et par contre, les courbes de charge, vous ne pouvez récupérer effectivement des résultats qu'à partir du moment où vous avez souscrit en fait cette demande, pas avant. Voilà. Du coup, c'est à moi. C'est à moi. Le compte client, voilà. Donc, pour en revenir au compte client, Olivier Rubichon vous a parlé tout à l'heure donc des petites manipulations que l'on pouvait faire sur le compteur. En créant un compte client, moi, je vais vous éviter effectivement de faire ces manipulations, si je puis dire. Donc, c'est relativement simple. Et tout dépend de, je ne sais pas où se trouve votre compteur. Vous avez des compteurs Linky qui peuvent être situés dans la maison. Vous avez des compteurs Linky qui peuvent être situés dans le garage. Vous avez des compteurs Linky qui peuvent être situés dans un coffret en extérieur. Donc, quand il fait chaud, c'est très bien, mais quand il fait froid, c'est quand même mieux de récupérer effectivement toutes ces données contractuelles sur comment dirais-je, de votre bureau. Donc pour cela, vous avez effectivement donc l'obligation, si je puis dire, donc de créer un compte client. Alors le compte client, c'est relativement facile. Hein. Il faut aller sur le site. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il faut aller sur le site institutionnel www.enedis.fr/linky en fait. Vous cliquez sur évidemment, vous sélectionnez un profil. Vous êtes tous des particuliers. Donc vous allez sélectionner particulier. C'est une navigation qui est assez simple hein, de toute façon. Vous allez voir, hein, il n'y a pas 36 choix possibles. Vous créez votre compte et puis après, vous allez être connecté. Effectivement, on va comment dirais-je, vous avez plusieurs manières de créer votre compte. Hein. Moi, je vous conseille de passer par France Connect. C'est plus sûr et comme ça, vous n'êtes pas embêté au niveau de la création de votre compte. Pour en revenir effectivement donc à la création du compte, ça vous permet, comme on l'a vu tout à l'heure, donc assis quand même à votre bureau, de pouvoir effectivement connaître donc la puissance souscrite de votre contrat, le type de compteur, le nom de votre fournisseur. Alors il y a un peu plus de données techniques et de paramètres que ce que vous pouvez faire évidemment avec les petites touches défilement. Vous avez alors la possibilité évidemment de télécharger sous des formats Excel toutes les données que vous souhaitez effectivement récupérer, les courbes de charge entre autres, les historiques de consommation. Tout ça, c'est effectivement au travers donc, du compte qui est instantané. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais normalement, vous avez effectivement la création du compte qui est tout de suite. Il ne faut pas attendre une semaine. Est-ce que vous avez des questions sur cette création de compte ? On ne va pas rentrer ce soir dans le détail de la création du compte, mais vous allez sur le site institutionnel et vous verrez, vous sélectionnez votre profil hein, et après, donc, on va vous demander effectivement donc, de créer votre compte. Ça déroule tout seul et après, vous êtes effectivement, vous avez accès à toutes vos données contractuelles. Vous avez accès effectivement à des foires aux questions éventuellement. Ça, c'est assez important. C'est sympa parce que vous pouvez vous poser les questions et vous avez des fois les réponses directement dans cette foire aux questions. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, je me permets d'intervenir parce qu'on a eu deux questions dans le chat. Alors, c'est plutôt, je pense, en rapport avec la courbe de charge donc, précédemment. La première étant, quel était le coût de la souscription? Donc, j'imagine, c'était en évoquant la courbe de charge. Et la deuxième, c'était si cette courbe de charge peut être aussi demandée auprès du fournisseur d'énergie, par exemple Engie en l'occurrence. Alors, combien ça coûte de créer, d'activer la courbe de charge? C'est ça. Alors, de ce que vous disiez tout à l'heure, c'était une souscription gratuite, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Donc, oui, c'est non souscription tarifé. gratuite. Et voilà. puis, du coup, est-ce que la courbe de charge peut être demandée directement auprès du fournisseur d'énergie, d'électricité? Là, pour le coup, si je peux me permettre, Vas-y. La courbe de charge, elle vous appartient. Elle appartient au titulaire du contrat. Vous pouvez la partager avec, j'allais dire, qui vous voulez, votre fournisseur ou habituel ou même un autre. Mais en tout cas, il vous appartient
de permettre à un tiers d'accéder à cette courbe de charge? Donc, la réponse stricto sensus, oui, c'est possible. Hein. Alors, je pense plutôt la question était de savoir si le fournisseur pouvait la donner, c'est-à-dire pas nous, on la donne au fournisseur, mais plutôt non, pas du tout. Non, c'est bien par l'intermédiaire du client que le fournisseur a accès à la courbe de charge du client. C'est vous qui êtes maître de vos données de consommation. Voilà. Un fournisseur ne peut pas nous demander à nous la courbe de charge de tel ou tel client. C'est le client qui dit je veux bien que ce fournisseur-là ait accès à ma courbe de charge. Très bien, merci. En fait, le compteur Linky il va enregistrer des données de consommation. Le compteur Linky, il a plein de possibilités par rapport aux autres compteurs qu'il y avait auparavant, qui ont existé. Et vous avez donc la possibilité de faire plein de choses. Pour autant, sa fonctionnalité, c'est toujours d'enregistrer des données de consommation. Et ces données de consommation, donc, elles arrivent dans un premier temps chez nous, et après, elles sont données au fournisseur donc, auquel vous avez souscrit votre contrat. Et c'est ce fournisseur-là qui va récupérer cette donnée de consommation, donc ce que vous avez consommé, et vous facturera évidemment votre consommation. Mais en aucun cas, il a autre chose. Donc ça veut dire que vous êtes complètement maître d'autoriser ou pas, effectivement, à ce que le fournisseur il puisse récupérer d'autres fonctionnalités donc, de votre compteur. Oui, je pense que c'est important ce que dit Frédéric. Hein. Bien évidemment, ce que l'on donne, et là, pour le coup, il n'y a pas besoin des accords du client, ce qu'on fournit à tous les fournisseurs, c'est bien les consommations des clients en termes de généralité, c'est-à-dire tous les mois, on leur donne combien que les clients ont consommé. D'accord ? Donc ça, c'est normal, il n'y a pas besoin d'autorisation du client puisque ça fait partie des prérogatives d'Enedis. Mais pour ce qui concerne la courbe de charge, et non pas ce coup-ci les historiques de consommation, là, il y a vraiment besoin, c'est à chaque client d'autoriser ou pas cet accès à cette information. Donc, du coup, voilà. Donc, concrètement, on en parlait tout à l'heure, donc activer ou désactiver la courbe de charge. Une fois qu'elle sera activée, cette fameuse courbe de charge, on en parle beaucoup ce soir, en fait, vous avez une possibilité de visualiser des choses sur 24 mois. D'accord ? Voilà. Du coup, après, vous avez la possibilité, outre donc cette courbe de charge, donc de télécharger des données de consommation. Donc ça, ce ne sont pas des courbes de charge, ce sont des données de consommation. Donc là, ce sont effectivement, là pour le coup, des chiffres. Des index, donc c'est une relève au quotidien, et une puissance maximale, par exemple, quotidienne. Ça, après, vous faites ce que vous voulez. Vous allez voir après, on peut récupérer des petits tableaux de bord si on a envie. Alors, il ne faut pas être effrayé par tout ça. Il y a des gens qui vont peut-être pas forcément regarder évidemment tout ce panel, cette possibilité-là. Je ne sais pas quel est votre niveau si vous êtes des geeks avérés ou pas, mais du coup, vous avez la possibilité de faire plein de choses. Après, c'est comme tout, vous pouvez prendre de façon saupoudrée, effectivement, si vous n'avez que la courbe de charge qui vous intéresse, ou si vous voulez uniquement récupérer des puissances maximales quotidiennes qui sont atteintes, ça vous permet effectivement de toute façon de voir à quel moment vous êtes au maximum de votre puissance souscrite ou pas forcément, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, mais ça vous permet effectivement donc de pouvoir voir en disant là j'ai encore de la marge ou pas, ou là effectivement j'ai une puissance maximale dans une période par exemple avec des heures pleine, donc c'est-à-dire que là, il n'y a pas de réduction sur une tarification par rapport à un contrat souscrit. Ça veut dire que là, vous pouvez choisir si vous avez effectivement donc, le tarif de nuit et le tarif de jour, en disant mince, là, je suis en maximum, je vais essayer peut-être de modifier mes habitudes et puis de faire ma machine à laver plutôt le soir où là, il y a moins de consommation et je vais pouvoir réguler avec la tarification et le contrat que j'aurais souscrit auprès de mon fournisseur. Voilà, ça vous permet de faire des comparaisons. Vous pouvez faire des comparaisons par rapport à d'autres personnes, par rapport à la même puissance.
Après, tout ça, c'est pareil, il faut prendre aussi éventuellement beaucoup de recul parce que vous pouvez très bien avoir une même puissance et puis des gens qui ont des habitudes différentes. Donc, voilà, moi, je cite souvent l'exemple, par exemple, d'une ampoule. Vous avez une ampoule dans une pièce. Cette ampoule, en fait, elle va éclairer une pièce dans laquelle vous pouvez très bien avoir 15 personnes ou vous pouvez avoir 3 personnes. Un radiateur, lui, c'est pas la même chose. Mais au moins une lumière, hein, si vous avez une lumière, elle brûle pour les personnes qui sont dans cette pièce. Donc c'est pour ça qu'il faut relativiser, prendre un peu de recul. Vous seul connaissez vos habitudes et ça vous permet après de faire justement donc des comparaisons par période. Si vous avez effectivement des moments où vous pouvez revenir chez vous, des moments où vous êtes en vacances, ça vous permet de lisser effectivement toutes ces données que vous récupérez. Soit vous les avez sur l'instantané, c'est-à-dire que vous vérifiez ça directement sur votre espace, ou soit vous voulez effectivement télécharger. Là, pour le coup, vous pouvez faire beaucoup plus de comparaisons, comme au travail, hein, vous téléchargez vos fichiers et puis après, vous pouvez faire plein de stats. Voilà. Vincent, on va passer à la slide 9, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, parce que moi, je ne vois pas le fil, en fait, donc il ne faut pas hésiter à m'interpeller. Alors là, effectivement, il y a une petite question. Alors, à nouveau, sur la courbe de charge, hein, effectivement, on en parle beaucoup. Donc, pour une personne qui est arrivée un petit peu en retard et qui, du coup, veut savoir comment faire pour récupérer cette courbe de charge, si vous pouvez rapidement, du coup, le repréciser. Ah non, c'est trop tard, je ne parle plus. Non, je plaisante. Pour récupérer cette courbe de charge, donc il faut dans un premier temps créer votre espace, votre compte client. Si vous n'avez pas créé votre compte client, vous ne pourrez pas récupérer ou activer cette courbe de charge. Donc il faut dans un premier temps créer votre compte client et vous allez voir, il y a des petits messages. Donc, et tout de suite, dès que vous avez activé votre compte client, vous activez en fait cette courbe de charge qui sera instantanée aussi. Mais vous ne pourrez pas récupérer une courbe de charge antérieure effectivement à votre demande. Elle ne sera qu'effective qu'à partir du moment où vous la demanderez. Donc cette courbe de charge, cette activation, elle est gratuite comme la création de votre compte client, hein. C'est non tarifé. Ce sont des fonctionnalités qui vous permettent effectivement donc de pouvoir regarder et traiter vos données de consommation. Tout ça, c'est totalement non tarifé, avec un effet donc immédiat sur la création de votre compte, hein. C'est comme quand vous achetez des choses sur Internet, hein, on vous demande des fois de créer un compte, un mot de passe, et ça va très très vite et c'est activé tout de suite, hein. Ça met pas une semaine. Excusez-moi, quand on parle de puissance maximum, c'est bien de la puissance instantanée, c'est pas de la puissance sur les 30 minutes? Non, pas du tout. La puissance, tout à l'heure, on a parlé de puissance apparente. La puissance apparente, il faut galvauder un peu ce terme-là et dire puissance instantanée. C'est-à-dire que vous mettez une machine en route, par exemple, vous aurez la puissance instantanée. Vous saurez combien, par exemple, si vous mettez un four, un micro-ondes ou un sèche-cheveux, vous saurez combien et vous éteignez tout le reste, par exemple, ça vous permettra d'avoir la puissance instantanée de votre appareil électrique. D'accord ? Mais c'est bien c'est bien la puissance maximale instantanée qui est donnée par jour. Ça dépend entre la puissance maximale et la puissance instantanée, ce sont deux choses différentes. Oui, si vous avez, voyez, c'est ça. Si vous avez qu'un seul appareil, là vous aurez la puissance instantanée d'un appareil, sa valeur, sa réelle valeur. D'accord ? Si vous avez la puissance maximale, vous allez à la limite si vous n'avez pas activé encore votre compte, vous pouvez aller directement sur le compteur avec les touches d'effilement que l'on vous a expliquées et vous aurez Pmax, vous aurez une indication qui vous indiquera Pmax et puis vous aurez la valeur qui sera à côté. Donc ça, c'est la puissance maximale atteinte et qui fait référence en gros à votre contrat si vous êtes effectivement loin ou près de votre contrat. Oui, alors pour bien me faire comprendre, c'est si dans la journée, par un pur hasard, j'allume en même temps un micro-ondes, que mon plat à granulés démarre et que j'ai un radiateur qui se met en route. Donc, je vais avoir une seule fois dans la journée un pic important. Oui. Et c'est bien ça que je verrai en puissance maximum dans la journée. Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Et l'intérêt, on le verra après, mais effectivement, c'est de pouvoir potentiellement identifier ces pics et voir si en lissant finalement leur usage, ça permet peut-être d'avoir une puissance maximale moindre et d'adapter finalement son contrat en conséquence, quoi.
Exactement. En fait, on vous donne les moyens de pouvoir effectivement souscrire à un contrat au plus proche de vos habitudes. On vous donne les moyens au travers de ce compteur-là de pouvoir effectivement extraire des données de consommation et pouvoir effectivement après en déduire effectivement donc différentes possibilités pour vous permettre de réduire vos factures tout simplement. Olivier tout à l'heure vous a dit que c'est pas parce que vous avez un compteur Linky que vous allez forcément réduire votre facture. On le voit au travers des reportages à la télévision où on oblige les gens effectivement à débrancher des prises sur le secteur. Là, pour le coup, vous allez faire de la réduction, mais le compteur Linky en lui-même vous permet effectivement de récupérer plein de données et au travers de ces données-là, ça c'est des choses qui n'existaient pas auparavant, hein, donc ça vous permet effectivement de pouvoir vous projeter effectivement sur des possibilités que ce compteur-là vous offre finalement. Si on poursuit sur le support, Olivier, s'il vous plaît. Oui. Non, c'est pas Olivier, c'est Vincent, je me suis trompé, pardon. Sur la slide 9, alors moi, je ne suis pas dessus. Non, raté, autant pour moi. On a loupé effectivement la slide. Voilà, c'est ça, excusez-moi. Parce que je la vois, j'ai mis mes lunettes, mais je ne la vois pas. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de fonctionnalité où vous pouvez déduire effectivement donc sur une semaine, donc une consommation donc moyenne. Ça vous permet de voir si effectivement vous pouvez avoir des pics, comme l'a dit tout à l'heure Marine. Là, c'est votre alors c'est une consommation moyenne. Si jamais vous avez effectivement donc une petite différence, alors c'est pas une puissance maximale, mais c'est une consommation moyenne, et ça vous permet de voir si effectivement vous êtes plus ou moins bien lissé donc au niveau de la semaine. Donc là, c'est pas effectivement très très parlant, mais vous avez effectivement des variantes. Vous pouvez avoir des variantes qui sont beaucoup plus représentatives. Donc là, c'est significatif, hein, bien évidemment, mais là, ça reste assez, on va dire, c'est plutôt un encéphalo assez plat quand même. Mais vous avez des petites variantes. Alors c'est pas grand chose, mais vous voyez, 48, 49 et puis 45, c'est 3 kilos. Mais tous les jours, 3 kilos, plus 3 kilos, plus 3 kilos, sur une année, ça fait effectivement une petite différence. Et là, ça n'est que 3 kilos. 3 kilos, donc 3000 watts quand même. Et puis, si je peux rajouter, hein, imaginons qu'un fournisseur vous fasse un tarif préférentiel le week-end. Ça vous permettra peut-être de vous dire, tiens, est-ce que j'ai des consommations que je peux reporter sur le samedi et le dimanche? Ce sont les offres de souscription au plus près, effectivement, voilà, de vos souhaits. Imaginons que vous avez souscrit à une offre, encore une fois, je répète, avec des heures préférentielles le samedi et le dimanche. Si vous avez cette situation-là, vous pouvez vous dire, finalement, mes consommations du samedi et dimanche, elles sont pas si importantes que ça. Qu'est-ce que je peux faire pour optimiser mes offres du samedi et dimanche? Et si vous avez, à l'inverse, si vous n'avez pas d'euro-saisonnalité, c'est très bien comme ça, quoi. Voilà. Du coup, Enedis à mes côtés. Bon, Enedis à mes côtés. Alors ça peut aussi vous intéresser. Tout dépend de. Alors, vous récupérez effectivement cette application sur un téléphone portable par le biais, donc si vous avez c'est soit un Android ou un iPhone, vous passez par c'est soit Apple Store ou comment dirais-je, Play Store. Vous téléchargez l'application donc Enedis à mes côtés. Il faut bien écrire Enedis à mes côtés. C'est pareil, c'est relativement rapide et ça vous informe de beaucoup de choses, entre guillemets. Ça vous informe par exemple de coupures sur le réseau. Malheureusement, les coupures sur le réseau on va dire que ça fait partie des convenus que l'on peut avoir. Hein, c'est mécanique. Donc, si vous avez effectivement une interruption donc de fourniture, je vous invite moi à aller sur cette application-là. Vous tapez le nom de votre commune et ça vous indiquera jusqu'à la rue en fait.
Si vous avez déjà d'une part, si votre commune a un incident, ou si votre commune n'a pas d'incident. Si vous avez un incident, vous aurez un gros bandeau rouge, il y aura marqué coupure, enfin, vous verrez. Et si vous n'avez pas d'incident, vous avez un bandeau vert, en fait. D'accord ? Donc ça vous permet effectivement donc, de suivre les interruptions d'électricité qui sont en cours sur le réseau de distribution publique. Ça vous permet aussi de voir une heure prévue de rétablissement, ce qui est quand même pas inintéressant, parce que des fois, vous êtes évidemment dans le noir en pleine nuit, où on se demande toujours si c'est que notre maison ou notre appartement, et c'est que nous. Là, ça vous permet de savoir effectivement que c'est toute la rue et puis que ça sera rétabli aux alentours d'une certaine heure. Vous avez la possibilité aussi, alors pareil, donc ça c'est pour les coupures, c'est véritable. Alors vous avez une multitude d'informations, vous pouvez aussi, pareil, sur comment dirais-je, cette application-là, vous allez voir, c'est, comment dirais-je, vous avez le suivi, vous avez une visu, pareil, de l'évolution aussi de votre consommation par rapport à l'application. Ça vous permet aussi de faire des comparatifs avec des foyers on va dire, du département. On en parlait aussi tout à l'heure. Vous avez aussi des petites, on va dire, des petits, alors c'est pas des jeux, mais ça vous permet de faire des petites, comment dirais-je, c'est des aides sur des éco-gestes, en fait, qui sont relativement ciblés. Donc, c'est complètement en lien, évidemment, avec l'objet de la réunion de ce soir. C'est relativement ludique, mais ça vous permet effectivement donc, de pouvoir visualiser beaucoup de choses sur cette application-là. Je vous dis, la plus importante, c'est donc les coupures dans un premier temps. Et là, ça vous permet de vous rassurer quelque part. J'ai perdu en fait le support. Je ne vous vois plus. Ah si, c'est bon. Excusez-moi. Marine, Olivier, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur l'application Enedis. Non, je pense que tu as été complet. N'hésitez pas à nous poser des questions sur cette application-là. C'est pareil, hein, tout ça, ça se fait instantanément. J'essaye en même temps d'aller dessus parce que je vous ai dit qu'un tout petit, il y a plein de choses, vous voyez, quand vous allez dessus, vous avez par exemple des indications sur une panne d'électricité. Par exemple, vous n'avez plus d'électricité, on vous propose de faire un diagnostic. Donc ça, effectivement, ça peut être utile aussi pour des personnes qui n'ont pas du tout de notion d'électricité. Vous avez des gens des fois qui confondent le compteur avec le disjoncteur. Donc, ce sont deux appareils complètement différents et qui ont des fonctions complètement différentes. Mais c'est important effectivement. Donc ça vous permet effectivement déjà au moins de faire déjà un pré-diagnostic si vous voulez. Voyez. Donc vous avez plein de choses dessus. Voilà. Alors, il y a une petite question dans le chat qui est arrivée. C'est concernant la fonctionnalité que vous évoquiez avec l'application Enedis à mes côtés, qui était d'informer lors de coupures. Est-ce qu'il y a la même chose finalement sur donc pas sur l'application, mais sur le compte Enedis directement? Non. Ça, c'est une application propre et cette information-là, vous l'avez directement sur cet applicatif-là. Vous ne l'avez pas sur le compte. Okay. Bon, après, vous êtes, on va dire qu'on a presque tous notre téléphone au travail. Et puis, après, il ne faut pas non plus effectivement aller tout le temps sur sa commune pour voir si sa maison est coupée ou pas coupée. Mais je trouve que ça peut être intéressant quand vous êtes chez vous, parce que on a de plus en plus de télétravail maintenant. Hein. Donc, du coup, qu'est-ce que tu... Voilà. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me poser d'autres questions. Je suis en train de regarder. Est-ce que vous savez détecter aussi les micro-coupures ? Non, les micro-coupures, non, ce sont des services, des outils propres à Enedis. Sur votre compte, vous ne pourrez pas les détecter. Par contre, nous, Enedis, on a des outils qui nous permettent effectivement donc, de savoir s'il y a des micro-coupures, si vous avez eu des micro-coupures, si la commune a été effectivement impactée par des micro-coupures. Alors, en interne, oui, ça, on est capable de détecter, tout à fait. Voilà.
qu'on passe à la partie suivi des consommations. Oui. Oui. Non. Du coup, là, on voulait un petit peu vous illustrer en fait, voilà, des exemples de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on peut voir voilà, au travers effectivement des informations liées aux courbes de charge. Donc, on peut passer peut-être sur la diapositive suivante. Donc là, on a mis, je ne sais pas si c'est très lisible voilà, sur le slide, mais on a mis en tout cas des exemples de courbes de charge. Donc là, on est sur une maison individuelle avec un chauffage électrique et une composition 2 adultes, 3 enfants. Donc c'est vraiment illustratif, hein, mais du coup, l'idée, c'est de voir effectivement que la courbe de charge qui est représentée, par exemple, là en bleu, elle va varier très fortement hein, en fonction de la saisonnalité. Donc, on voit en hiver un effet quand même forcément très fort lié à la consommation de chauffage électrique. Et on va voir à l'inverse des périodes vraiment beaucoup plus creuses donc dans les périodes estivales. Donc, ça, c'est une vision très, très macroscopique finalement, qui est une vision consolidée par mois. À l'inverse, on peut aller, donc on en parlait tout à l'heure, à un niveau vraiment beaucoup plus fin. Donc, c'est ce qui est visible en bas à droite, avec vraiment une consommation, une vision de vraiment pour une journée qu'on va prendre pour faire voilà, une analyse. On va regarder effectivement ces fameux pics de consommation. Est-ce qu'il y a des périodes où il n'y a vraiment pas du tout de consommation, ou à l'inverse, est-ce qu'il y a des heures caractéristiques où il va y avoir donc beaucoup plus de consommation. Donc, parfois, on voit le pic de 18h, 20h, ce genre de choses. Sachant qu'effectivement, on le disait, avec le télétravail, on a tendance à voir du coup une consommation qui va être peut-être un peu plus lissée finalement et qui a pu se transformer par rapport à ce qu'on observait finalement traditionnellement. Je ne sais pas, Olivier ou Frédéric, si vous voulez rajouter des choses par rapport à ces exemples-là. Oui, tout à fait. Vas-y, Fred. Vas-y. Non, mais après, on est sur des périodes affichées. On est, comme le disait Marine, on est sur un zoom beaucoup plus précis, mais effectivement avec des variantes maintenant qui seront complètement évolutives du fait du télétravail. Donc là, après, ça sera une autre façon effectivement de gérer son électricité à la maison. C'est vrai. Oui. Et au-delà des pics, et au-delà aussi des pics de consommation, il faut peut-être s'interroger aussi sur pourquoi est-ce que j'ai de la consommation. Là, si je regarde la courbe, par exemple, moi, si j'avais cette courbe-là, je me dis, mais tiens, comment ça se fait que j'ai de la consommation entre, je ne sais pas, vers 4-5 heures du matin, là c'est pas un pic, mais il y a une petite consommation, alors qu'en principe, tout le monde chez moi dort. Donc, qu'est-ce qui fait que, malgré que, en principe, je devrais avoir zéro, qu'est-ce qui fait que j'ai une consommation? C'est peut-être des appareils que j'ai laissés en veille, par exemple, et qui consomment alors qu'il n'y en a pas besoin, quoi. Donc, effectivement, on peut s'interroger sur les pics de consommation. On peut aussi s'interroger sur la consommation dans des heures un peu étranges par rapport à ses propres habitudes de vie. Bien évidemment, si vous êtes un très grand noctambule, c'est normal que vous avez des consommations la nuit. Mais voilà, tous ces graphes-là, ils sont là pour s'interroger en comparaison avec ses habitudes de vie. Un exemple bien concret, en fait, c'est le fameux ballon d'eau chaude. Vous avez des ballons d'eau chaude des fois qui sont effectivement plutôt en fin de vie, mais on ne le sait pas, donc avec beaucoup de calcaire. Une pointe effectivement dans une période qui n'est pas déterminée. Généralement, les ballons d'eau chaude, quand vous avez des gros ballons d'eau chaude, vous avez des tarifs de nuit. Donc le but du ballon d'eau chaude, c'est qu'il se recharge évidemment avec une tarification beaucoup plus avantageuse pour vous, donc la nuit dans une période bien nommée. Si vous avez une pointe dans la journée alors que vous êtes juste en train de travailler sur votre ordinateur et vous n'avez absolument rien d'autre, si vous avez une pointe, ça peut effectivement être, on peut observer un pic, on peut se dire éventuellement qu'est-ce qui se passe. Ça peut être aussi votre ballon qui se met en route dans la journée parce que pour le coup, il n'a plus d'eau chaude et il est tout le temps en train de chauffer. Ça, c'est malheureusement un coup classique. Alors, quand je dis des grands ballons d'eau chaude, on le repère surtout sur des petits ballons d'eau chaude où vous avez des fois pas justement le tarif de nuit. Et là, pour le coup, vous voyez sans arrêt, là, la LED qui va clignoter plus rapidement parce que là, c'est significatif effectivement d'un appareil qui consomme.
La courbe qui était affichée me paraissait bien simple. Excusez-moi. La courbe qui était affichée là me paraît quand même un peu fantaisiste, non? Parce que quand je vois des seuils aussi bas régulièrement, surtout celui avant 18 heures, celui avant 21 heures, ça me paraît. Mais c'est exact, enfin, fantaisie, je ne sais pas. En tout cas, la réflexion que vous faites, elle est cohérente par rapport. Vous êtes en train de visualiser cette courbe de charge par rapport à vos habitudes de consommation. Vous dites, tiens, c'est bizarre. Et c'est exactement ce qu'il faut faire avec sa propre courbe de charge. C'est exactement ça. Ce n'est pas s'interroger sur celle-ci, mais voilà, si j'ai ça et s'interroger sur mes propres habitudes, eh ben, c'est exactement ce qu'il faut faire et c'est exactement ce que vous avez fait là. Peut-être en complément, tout ce qui est période, etc. Enfin, vous le verrez, tout est modulable, quoi. Vous pouvez vraiment afficher finalement les périodes qui vous intéressent. Voilà, donc ça, mais ça, vous le verrez directement, oui. Donc, tout à l'heure, on était sur les consommations. Là, on est sur la puissance. Vous savez que lorsque l'on souscrit un contrat chez un fournisseur, un premier paramètre, c'est la puissance souscrite qu'on va donc souscrire chez un fournisseur. Et ben, le compteur Linky, il vous permet de voir si votre puissance souscrite elle est cohérente avec ce que votre installation elle a besoin. Donc là, on a mis un exemple. Ça reste un exemple. Imaginons que vous ayez une puissance souscrite de 6 kVA. Et ben, ça va vous dire là, dans le cas qui nous occupe, là, la puissance de 6 kVA, elle est pas ou peu atteinte, donc je suis bien calibré en termes de puissance. Imaginons à l'inverse que ma puissance elle soit souscrite de 9 kVA, et ben, on pourrait s'interroger aussi en se disant c'est bizarre, j'atteins au max, alors si je regarde, c'est à peu près 5,8, comment ça se fait que j'ai une puissance souscrite de 9 kVA, peut-être que je peux descendre à une puissance souscrite moindre chez mon fournisseur, et quand on sait que la puissance souscrite, elle paramètre un certain nombre d'éléments d'argent, enfin de souscription, et ben ça, là encore, ça vous permet de faire des économies. Alors bien évidemment, c'est one shot ça, c'est-à-dire qu'une fois que votre puissance souscrite elle est bien calibrée, vous ne pourrez pas diminuer tout le temps. Ça vous permet aussi de, comme l'a dit tout à l'heure Frédéric, il y a des offres fournisseurs qui sont au kilovolt près, c'est-à-dire que historiquement, je vous ai dit tout à l'heure, on avait des puissances de 3, 6, 9, 12, 15. Et bien maintenant, certains fournisseurs vous permettent de souscrire des puissances souscrites qui sont de 10 kVA. Donc si ma courbe, elle dépasse un petit peu 9, mais elle a tapé un 12 et que j'ai 12, et ben, je peux me permettre de lui demander 10, à condition, bien évidemment, que ce fournisseur-là fasse ce type d'offre, parce que chaque fournisseur a des offres, il y a des offres communes et puis il y a des offres spécifiques par fournisseur. Hop, on a changé de slide. Excusez-moi. Et puis, l'application vous permet aussi de faire des alertes, c'est-à-dire que vous pouvez paramétrer un certain nombre d'alertes si vous voulez, par exemple, que par rapport à votre consommation moyenne, si vous voulez être alerté si vous avez, je ne sais pas, 10, 15 ou 20% de consommation supplémentaire, eh ben, vous pouvez le paramétrer et ça va vous envoyer une notification en vous disant, tiens, attention, là, il y a, vous êtes voilà, il y a une alerte, vous êtes en consommation pas cohérente par rapport à ce que vous aviez prévu. Et donc là, il faut appeler parce que peut-être que vos enfants sont en train de faire la teuf chez vous pendant que vous n'êtes pas là. Alors, avant qu'on passe à la troisième et dernière partie, est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ce qui a été évoqué jusqu'à présent, un petit temps de questions avant qu'on change de partie? Alors, je vois qu'une personne doit partir, effectivement. Merci à vous pour votre participation et puis à très bientôt. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat.
En tout cas, merci à vous donc, pour cette présentation effectivement autour du compteur Linky, de ses applications et du compte Enedis. Donc là, on va se tourner maintenant vers plutôt une partie centrée sur la maîtrise de l'énergie et donc de la consommation d'électricité, qui est un petit peu le thème de la soirée, étant donné donc, le compteur Linky. Alors, je vois qu'il y a une petite question avant de démarrer qui vient d'apparaître. Pourquoi parler de volt-ampère au lieu de watts? Petite question. Alors, les volt-ampères, c'est la puissance. C'est les kilowatts, c'est-à-dire les watts multipliés par les ampères. C'est ce qu'on appelle la puissance. Alors, les watts, c'est de la consommation. Les watts multipliés par le temps, c'est de la consommation. Oui, là c'était du coup des watts. C'est-à-dire qu'on peut employer l'unité watt, on peut employer l'unité volt-ampère. Les deux désignent une puissance. Pourquoi parler plutôt de kilovolt-ampère au lieu de kilowatts? Je crois que c'était un petit peu ça la question. Parce que nous, on parle toujours de puissance apparente, c'est-à-dire les kilovolts-ampères. Ok, c'est la norme en fait, c'est ça, voilà. le standard employé. Mais c'est vrai qu'en termes d'unité d'énergie et de puissance, il y a toujours plein de manières de désigner ces éléments-là. Effectivement, c'est pour un petit peu mieux s'y retrouver. Très bien. Du coup, troisième et dernière partie, sur la maîtrise de ces consommations d'électricité. Donc là, on a vu que le compteur Linky pouvait être un outil très intéressant pour mieux comprendre ces consommations, mieux les situer et donc mieux adapter nos modes de consommation. Alors, j'ai un petit bruit parasite. Je ne sais pas si ça vient de moi ou peut-être que je vais couper vos micros, Olivier et Frédéric. J'ai un petit bruit, moi, qui me parvient. Hop. Et normalement, vous pouvez les réactiver, vous, si jamais vous devez intervenir. Je vous remercie. Donc, effectivement, l'électricité, on peut utiliser l'outil Linky voilà, pour mieux maîtriser ses consommations. Alors, pourquoi ce serait important? Comme on peut le voir sur cette infographie qui a été proposée par l'ADEME, c'est qu'il y a une grosse partie du budget énergie d'un ménage qui est dédié à son logement. Voilà. Un peu plus de la moitié, en sachant que l'autre grosse partie, c'est pour les transports. Et donc, il y a une bonne partie qui est consacrée au logement. Et en fait, une partie qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est notamment l'électricité aussi spécifique, qui désigne en fait voilà, tous les appareils chez soi, comme l'éclairage, comme l'électronique, le multimédia, etc. Tous ces appareils en fait, qui ne fonctionnent qu'à l'électricité. Cette part-là, elle prend de plus en plus d'importance. Alors, je précise, si par exemple chez vous, vous avez du chauffage électrique, ce sera bien inclus dans la partie chauffage. Si vous avez un ballon d'eau chaude électrique, ce sera bien inclus dans la partie eau chaude sanitaire. L'électricité spécifique, c'est vraiment tous les appareils qui ne peuvent fonctionner qu'à l'électricité, voilà, comme de l'éclairage de votre ordinateur, votre télé, aspirateur, etc. Donc, cette part-là, elle prend de plus en plus d'importance et d'où l'intérêt, évidemment, de s'interroger à la maîtriser. Alors, pourquoi elle prend de plus en plus d'importance? On peut le voir un petit peu sur cette suite de l'infographie. Donc, depuis 1990, c'est plus de 40% d'augmentation de consommation d'électricité. On est aujourd'hui de plus en plus dans le tout connecté. Il y a de plus en plus d'appareils électriques chez soi comparé à il y a un certain nombre d'années. Voilà, en moyenne, c'est à peu près 100 appareils électriques électroniques par foyer. Donc, c'est quand même un montant assez conséquent. Et ces appareils sont aussi parfois très gourmands en électricité, et notamment là, c'est la puissance qu'ils appellent, ça peut être très élevé. Alors justement, concernant cette puissance finalement qui va être appelée, on a ici quelques exemples finalement d'appareils électriques qui seraient les plus énergivores. Donc là, en l'occurrence, alors ce sont des moyennes, hein, bien entendu, hein, tout dépend des appareils que vous avez chez vous, de leur classe énergétique, etc. Là, c'est vraiment une moyenne, mais il faut savoir qu'il y a voilà, des appareils électriques qui appellent une puissance importante et qui, du coup, sur leur durée de fonctionnement, vont entraîner une consommation importante et donc une facture élevée. Voilà, comme des radiateurs, fours, chauffe-eau, voilà, sinon en plaque de cuisson, etc. Voilà, faut vraiment bien identifier tous ces appareils-là pour finalement voir comment est-ce qu'on pourrait faire finalement pour un petit peu
améliorer nos consommations et diminuer nos factures énergétiques. Et donc là, c'est là que l'outil Linky est intéressant parce qu'il peut permettre justement de mettre en avant des zones de la journée, des périodes de la journée où les consommations sont particulièrement importantes. Un vieux congélateur, par exemple, peut emmagasiner une surconsommation. Pardon, alors je n'ai pas très bien entendu. Un vieux congélateur peut entraîner... Je parlais justement tout à l'heure d'appareils, des fois des appareils anciens. Oui. Vous avez un vieux congélateur, vous avez le moteur qui se met toujours à tourner parce que le congélateur est ancien et malheureusement, ça engendre de la surconsommation. Tout à fait. Et ça, voilà, c'est des choses dont il faut être conscient, qu'il faut être capable d'identifier pour pouvoir finalement agir dessus derrière. Donc, c'est voilà, d'où l'intérêt de connaître ces consommations chez soi. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit quiz, tout simplement. Alors, je vais vous solliciter via le chat, notamment. Je pense que ce sera plus simple. Vous allez voir, je vais mettre au défilé les questions et puis vous pourrez répondre. Alors, sinon, vous pouvez allumer votre micro si vous le souhaitez, mais sinon, n'hésitez pas à parcourir le chat. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions, hein, ça représente une dizaine de questions, mais un petit peu voilà, centré autour de l'électricité et de ses consommations. Alors, je vais préparer le chat. OK. Donc, vous allez voir, hein, on va repartir un petit peu du début. Il n'y aura pas que sur de la consommation d'électricité. D'abord, on va se refaire un petit côté historique plutôt, avec la question numéro 1. Alors, je vais la lancer dans le chat et puis vous pourrez répondre en dessous. Très bien. Donc, question 1. En quelle année est née la première pile électrique qui a été inventée par le comte Alessandro Volta? Est-ce que vous avez une idée de l'année d'invention de cette première pile électrique finalement? À quand ça remonte? Alors, A, c'est en 1740, B, en 1770 et C, en 1800. Donc, allez-y, je vous propose de répondre dans le chat. Voilà, j'ai quelques réponses qui commencent à apparaître. On propose du 1740, du 1800, du 1800. Alors, est-ce que d'autres réponses? OK, toujours sur la réponse C. On va se donner quelques petites secondes hein, pour répondre aux questions. Comme ça vous empêche d'aller vérifier sur Google trop rapidement. Donc, effectivement, là, en l'occurrence, réponse C. Donc, c'est voilà, en 1800 que la première pile apparaît dans le monde. Donc, c'est Volta qui s'était intéressé avec des expériences d'un autre scientifique, mais qui a été un petit peu plus loin voilà, en empilant finalement différents métaux ensemble et qui, donc, pour produire de l'électricité, voilà, c'est bien en 1800 qu'est apparue cette première pile électrique. OK, alors je vais annoncer la question 2. Alors, question 2, toujours un petit peu côté historique cette fois. En quelle année le physicien Henri Becquerel, cette fois, a découvert l'effet photovoltaïque? Donc là, on a parlé de la première pile, maintenant on parle de l'effet photovoltaïque. Alors, je rappelle, l'effet photovoltaïque, en fait, c'est le fait de générer de l'électricité à partir de la lumière du soleil. Voilà, il y a certains matériaux qui ont cette propriété-là. Donc, à votre avis, est-ce que c'est en 1839, réponse A, 1879, réponse B, ou 1809, réponse C? Est-ce que vous avez une petite idée? Alors, n'hésitez pas à répondre, même si vous n'êtes pas sûr. Voilà, on n'est pas du tout là pour noter vos réponses et vous attribuer une note à la fin. Je vous rassure. Donc, l'effet photovoltaïque. Alors, dans les premières réponses qui apparaissent, du A, il y a pas mal de B. Ouais, du A et pas mal de B. Alors, on va voir ça ensemble. Donc, réponse A, 1839, que le physicien Henri Becquerel donc, découvre l'effet photovoltaïque qui, aujourd'hui, évidemment, est très sollicité dans l'usage des panneaux photovoltaïques. Très bien. Alors, je vais enchaîner question 3. Alors, cette fois, on revient un petit peu sur notre production en France. Donc, alors, ça, c'est sur la base de RTE, justement, on en parlait tout à l'heure. Donc, c'est sur la base des données RTE 2020. 500 TWh d'électricité qui ont été produits en France. À votre avis, c'est quoi la principale source de production pour la France, hein, je précise. Donc, est-ce que c'est A, le nucléaire, B, l'hydraulique ou C, l'éolien? Donc, on est en France et c'est basé sur l'année, donc les chiffres 2020 attribués par RTE.
Donc là, j'ai quelques réponses. Beaucoup de A, que du A d'ailleurs, jusqu'à présent. Alors, effectivement, le nucléaire en France, donc, qui est la principale source de production de l'électricité française, à hauteur de 67,1% de toute notre production. Donc, on a un parc nucléaire qui est relativement conséquent en France. Ça reste quand même, alors pas non plus un cas unique, hein, c'est pas du tout unique à la France, le nucléaire. Ça reste quand même un cas particulier. Si on prend l'échelle mondiale, le nucléaire n'occupe pas une place aussi importante. Alors, je ne donne pas plus d'informations sur les prochains, enfin sur nos autres moyens de production parce que ça va être directement lié à la question suivante, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc on est toujours en 2020 et cette fois, c'est sur la part du photovoltaïque. Alors, je vous ai annoncé un 67% de nucléaire. Le photovoltaïque, à votre avis, c'est quel pourcentage dans la production d'électricité? Est-ce que c'était 5%? Est-ce que c'était 1,5 ou est-ce que c'était 2,5%? Alors, que je regarde question, on est à 4, donc il y a du B, du C, du A, il y a un petit peu de tout, du B, du B. Alors là, en l'occurrence, ce sera réponse C, à 2,5%. Donc effectivement, la production d'électricité française, elle est dominée par le nucléaire. Ensuite, c'est l'hydraulique avec environ 13% de production. Puis c'est l'éolien qui vient donc avec un peu moins de 8%. Le solaire, lui, est à 2,5%. OK. Alors, on continue. Alors, question 5. Dans la question 5, on s'intéresse en fait aux émissions finalement de gaz à effet de serre lorsqu'on produit 1 kWh d'électricité. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit là à l'instant, on a différents moyens de production d'électricité. Et en termes d'émissions de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre, tous les modes de production ne sont pas équivalents. Alors, à votre avis, une centrale au charbon pour produire 1 kWh d'électricité, combien est-ce qu'on produit d'émissions de CO2? Alors, le E et le Q, ça signifie de CO2 équivalent. Voilà, c'est pour un petit peu simplifier. Il y a plein de gaz à effet de serre, mais ça permet de tout mettre sur un pied d'égalité. Donc, à votre avis, quand on produit 1 kWh d'électricité dans une centrale au charbon, combien est-ce qu'on produit d'émissions de CO2 équivalent? Alors, j'ai du C, du B, pas mal de B. La réponse D. Alors D, il n'y a pas de réponse, mais je veux bien entendre la proposition. OK. Donc, la réponse C. Donc voilà, c'est à peu près entre 800 et 1000. Alors, dépendamment, là, je suis allé voir sur notamment... Ah, c'était la réponse C, d'accord. Je suis allé voir, voilà, j'ai un petit peu comparé deux sources d'informations, l'ADEME et puis alors Electricity Map, il me semble que qui se cache derrière. Je pourrais vous donner les liens, bien sûr, pour retrouver ça. Mais donc, la centrale au charbon, évidemment, voilà, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre lors de la production d'un kilowattheure. Voilà, il faut savoir que, par exemple, l'hydraulique, c'est beaucoup plus bas. Alors, dépendamment, ça peut être autour de, j'ai vu des sources à plutôt autour de 10 grammes de CO2, d'autres autour de 20-24. Le nucléaire aussi est plutôt bas en termes d'émissions de gaz à effet de serre. À ce titre-là, c'est plutôt un bon élève. On est plutôt autour des 6-12 grammes de CO2 par kilowattheure. Le solaire un petit peu plus élevé que le nucléaire ou l'hydraulique, plutôt autour des 45, voilà, 30-40, dépendamment des sources que j'ai trouvées. Mais clairement, le charbon et d'ailleurs, globalement, le gaz et le fuel, hein, toutes ces énergies fossiles-là, en termes d'émissions de CO2, ont des chiffres très élevés. Alors, question numéro 6. Là, on va s'intéresser au chauffage électrique, hein, parce qu'on l'a vu, les radiateurs électriques, ça peut être des radiateurs très gourmands en électricité, hein, notamment si on est sur des vieux convecteurs
voilà, qui sont surnommés d'ailleurs les grille-pains. Donc, à votre avis, la part des ménages français qui est équipée de chauffage électrique, est-ce que c'est la moitié des ménages français? Est-ce que c'est un quart ou est-ce que c'est un tiers des ménages français? Alors, j'ai du A, du C, je vois encore du A, le A en majorité, mais un petit peu de C. Alors, effectivement, donc là, c'est les chiffres annoncés par l'ADEME. Alors, je vous fournirai d'ailleurs à la fin, ils ont un guide notamment assez intéressant à ce sujet-là. Mais effectivement, donc un tiers des ménages français qui seraient équipés de chauffage électrique. Donc, voilà, ce qui représente quand même une consommation importante. Et donc, d'où l'intérêt encore plus de peut-être de solliciter les fonctionnalités proposées par le compteur Linky et par Enedis pour un petit peu voilà, identifier les pics de consommation grâce à notamment voilà, la courbe de charge. Donc un tiers, hein, ça représente quand même une bonne part des Français. Question numéro 7. Là, on commence plus à s'intéresser un petit peu voilà, aux éco-gestes, les petites surconsommations qu'on peut limiter chez soi de manière plutôt simple. Alors, à votre avis, la poussière, la saleté sur la grille arrière d'un frigo, ça peut être à l'origine de… Alors, est-ce que ça peut être à l'origine de 18% de sa consommation, 30% de sa consommation ou 10%, il y a une petite coquille, 10% de sa consommation? Voilà. Alors, tous les frigos maintenant ne sont pas forcément équipés. Il me semble que les frigos les plus récents n'ont peut-être plus la grille arrière, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut entretenir. À votre avis, ça peut représenter combien? Alors, j'ai un peu de A, un peu de C. C'est assez équilibré entre les deux. Alors, voyons la réponse. Réponse B, 30% de sa consommation. Alors, c'est donc toujours d'ailleurs la même source ADEME que je vous fournirai tout à l'heure. Alors, c'est un chiffre un petit peu choc aussi, mais l'idée, c'est surtout de mettre en avant l'importance quand même de venir dépoussiérer toute la saleté qui peut se trouver sur la grille arrière. Il ne faut pas du tout négliger l'entretien, et d'ailleurs, ça s'applique au frigo, ça s'applique à tous ces équipements électroniques de manière générale, hein, prolonger la durée de vie de ces équipements, les entretenir, les nettoyer, voilà, ça contribue notamment à leur bon fonctionnement et à limiter des surconsommations inutiles. Donc voilà un petit peu pour le côté du frigo. Alors il nous reste 3 questions. On enchaîne avec la question 8. Cette fois, on va s'intéresser aux plaques de cuisson, comparer les surfaces vitro-céramiques. Alors, à votre avis, par rapport donc à ces surfaces vitro-céramiques, les plaques par induction permettent une économie d'électricité d'environ… Alors, je vais mettre la petite question ici. Alors, est-ce que, selon vous, les plaques à induction, ça permet une économie de 20%, de 10% ou de 30% par rapport aux surfaces vitro-céramiques? Alors, je précise, elles sont un petit peu similaires d'aspect, ces deux technologies de plaques de cuisson. Voilà, la plaque à induction, c'est 2 technologies différentes. La plaque à induction, ça repose aujourd'hui sur une technologie électromagnétique, tandis que les plaques vitrocéramiques, c'est plutôt en fait une évolution un petit peu des plaques de cuisson électriques. C'est des résistances qui se situent sous les foyers, mais voilà, l'aspect est un petit peu similaire pour les deux solutions. Alors, j'ai beaucoup de C et j'ai un A dans le lot. Alors, effectivement, ce sera bonne réponse pour Armel. Donc, c'est bien la réponse A, 20% d'économie d'électricité pour pour les plaques à induction. Alors c'est surtout en fait notamment parce que le côté en fait immédiat, la plaque à induction, ça permet de vite venir chauffer. Après sur le long terme, c'est-à-dire pour des cuissons vraiment longues, cet effet-là il se ressent moins entre les deux technologies. Mais voilà, plutôt sur du court terme, sur de la courte utilisation, c'est là que les plaques à induction ont un intérêt tout particulier. OK. Avant-dernière question. Alors, cette fois, toujours rapport à la cuisson.
Tout simplement mettre un couvercle sur une casserole quand on vient faire bouillir de l'eau, cuire des aliments. Ça peut permettre de réaliser jusqu'à combien de pourcentage d'économie? Un simple geste de mettre un couvercle sur une casserole, à votre avis? Alors, je vois quoi là? Je vois du C, du B, encore du C. Je laisse encore quelques petites secondes. Hop, effectivement, donc réponse C, donc 25%. Voilà, c'est quand même un gain pas négligeable pour une action qui est quand même relativement simple, de tout simplement penser à mettre un couvercle, notamment quand on fait bouillir de l'eau, ça limite fortement les pertes de chaleur et donc l'eau, elle monte plus vite en température, mais voilà, c'est valable aussi pendant la cuisson. Donc voilà, un geste simple mais efficace. Et dernière question, sur l'éveil, cette fois, l'éveil, c'est quelque chose d'assez important. Parfois, malheureusement, on les néglige, on ne les voit pas, on ne s'en rend pas forcément compte, mais l'éveil, ça représente une consommation. Alors, certes, négligeable sur l'instant, mais mis bout à bout, tous les appareils, ça peut quand même représenter des consommations relativement importantes. Alors, éteindre l'éveil dès que possible chez soi, voilà, tous nos appareils qu'on peut avoir, si on coupe l'éveil dès qu'on n'en a plus l'utilité, ça peut permettre de réaliser jusqu'à 5, 10 ou 15% d'économie, selon vous. Alors là, c'est voilà, toujours encore la fameuse source de l'ADEME que je vous transmettrai par la suite. Alors, pour cette dernière question, j'ai un peu de tout. Là, je vois du C, du A, du B, encore du A, encore du B, encore du C. C'est assez kiff-kiff là, pour la dernière question. C'est relativement équilibré. On va regarder ça ensemble. Ce sera la réponse B, donc 10% d'économie, notamment, voilà, tout simplement venir couper les veilles. Alors, ça peut être via des multiprises coupe-veille, ça peut être via des minuteurs qu'on programme pour fonctionner sur un certain temps de la journée. En tout cas, voilà, les veilles, il ne faut pas les négliger. Maintenant, on a de plus en plus d'appareils. J'ai déjà entendu parler de personnes qui me disaient que finalement, les télés, on ne peut plus les éteindre complètement sans devoir les débrancher. C'est-à-dire que si on veut l'éteindre, en fait, il y a toujours elle sera en veille. Voilà, il n'y a pas de possibilité de l'éteindre complètement sans la débrancher. Donc ça, il faut savoir que s'il y a un voyant lumineux, c'est une consommation. Elle est en veille, elle consomme. Pareil pour un ordinateur. Pareil pour un chargeur d'ordinateur qui serait laissé brancher, même s'il n'y a rien au bout du chargeur. Il faut savoir que le chargeur consomme quand même. Donc ça, c'est notamment quelque chose qu'il faut pas du tout négliger. Donc voilà pour cette partie quiz. Donc je vous remercie pour votre participation. Donc effectivement, ce qu'on voulait illustrer par là, c'était tout l'intérêt de ces petits gestes simples finalement, mais qui permettent de réaliser de réelles économies derrière chez vous. Voilà, donc là, il y a quelques exemples. Je vous transmettrai par message, là, je vous transmettrai l'information à ce sujet. Alors, on a parlé effectivement des veilles. Alors, le chauffage, on n'en a pas plus parlé que ça finalement, parce que le chauffage, ce n'est pas forcément du chauffage électrique, mais c'est quand même important parce que le chauffage, ça reste un des premiers postes de consommation dans une maison. Donc, rien que le baisser d'1 degré, voilà, ça peut représenter 7% d'économie. Mais voilà, il y a tous ces appareils-là. La box Internet, c'est aussi un élément très important, ça. Généralement, la box Internet, elle est allumée 24 heures sur 24. En gros, toute l'année, tout le temps, elle est branchée en permanence. Elle n'est pas en veille, elle est branchée, elle fonctionne vraiment normalement, mais sans arrêt. Faut savoir que si vous n'en avez pas l'utilité la nuit notamment, alors c'est vraiment au cas par cas parce qu'il y a aussi des foyers, par exemple, leur alarme elle est reliée à la Wi-Fi, donc à la box, donc là en l'occurrence on ne peut pas la couper. Mais si vous n'en avez pas l'utilité, je vous invite vraiment à réfléchir à tout simplement trouver un moyen de l'arrêter. Alors vous avez plusieurs solutions, soit la couper le soir, la rebrancher le matin, ça peut être un peu contraignant voilà, de faire ça tous les jours. Il faut savoir qu'il y a des minuteurs. Les minuteurs, c'est vraiment très pratique à ce sujet-là. Vous branchez, en fait, le minuteur, c'est un petit peu un intermédiaire entre votre prise murale et le câble de votre box. Vous branchez ça et le minuteur, vous lui dites de telle heure à telle heure, je veux que la box, il n'y ait plus de courant en fait, qui circule dans la box Internet. Et à ce moment-là, ça la coupe complètement. Et donc, voilà, ça peut permettre de réaliser quand même des économies. Voilà, mise bout à bout, ça peut s'avérer intéressant. Donc, voilà pour cette partie-là.
Alors, justement, voilà, j'ai parlé du minuteur. Donc là, je vais parler de petits investissements finalement qui peuvent s'avérer utiles parce que l'idée, en fait, quand on veut maîtriser ses consommations, avant de pouvoir agir sur ces consommations, il faut être capable de les identifier, de les localiser. Et donc, pour ça, il faut pouvoir être capable finalement de quantifier certaines choses, voilà, de repérer quelques consommations. Donc, il y a notamment des appareils qui vont être très intéressants comme le wattmètre, par exemple. Le wattmètre, c'est très simple d'utilisation et c'est très utile. Voilà, c'est un intermédiaire. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup au minuteur, mais ils ont deux fonctionnalités différentes. Le wattmètre, vraiment, vous le branchez à votre prise murale et vous branchez un appareil dessus. Et en fait, ça vous donne comme information la puissance qui est appelée par votre appareil en watts ou en kilowatts, dépendamment de l'ordre de grandeur. Mais ça vous donne aussi l'énergie consommée. Par exemple, si vous laissez brancher votre wattmètre avec votre appareil dessus pendant 1 heure, et vous saurez voilà, combien de kilowattheures aura consommé votre appareil. Et du coup, dépendamment de votre tarif, vous saurez le montant en euros qui est associé. Donc ça, c'est un appareil vraiment très simple d'utilisation et très utile. Le wattmètre, le minuteur, comme je vous en ai parlé, ça c'est vraiment pour automatiser la mise en marche et en arrêt de vos appareils. Et c'est vraiment c'est mécanique comme système. Donc voilà, vous n'avez plus rien à faire derrière. Donc ça, c'est relativement pratique. Les multiprises, on en trouve de plus en plus maintenant. Donc ça, c'est très pratique pour vous relier plusieurs appareils dessus et le soir en partant. Alors ça peut être chez vous, ça peut être au boulot également. Voilà, pour tout couper d'un coup et au moins là on est sûr qu'il n'y a plus de consommation qui se fait. Et thermomètre, voilà, ça c'est plutôt pour les températures, notamment des radiateurs, réfrigérateurs aussi. Globalement, maîtriser la température chez soi, ça commence par la connaître, tout simplement. Donc avoir un thermostat, avoir un thermomètre de réfrigérateur, ça c'est des éléments qui seront particulièrement intéressants. Je fais un petit aparté voilà, sur la fin. Je termine en faisant la petite promotion. Donc ça, c'est dans le cadre du défi énergie. Je rappelle cet atelier. Alors là, cet atelier était ouvert aussi à des non-participants au défi. Mais je pense que là, je retrouve quand même dans les participants pas mal d'inscrits au défi énergie. Mais il faut savoir que dans le défi énergie, on propose notamment le prêt d'une mallette Mesure Home que je vais rapidement vous présenter sans trop entrer dans le détail. Mais globalement, ce que c'est une mallette qui contient 5 appareils que vous pourrez obtenir pendant 2 semaines. Et en fait, ça vous permettra d'identifier justement certaines consommations chez vous ou de mieux, tout du moins, de mieux comprendre votre logement. Donc, il y a notamment le wattmètre qu'on retrouve ici. Ici, on a un bol débitmètre. Là, ça va plutôt être pour connaître les débits d'eau que vous avez chez vous à vos robinets. Là, on a un thermomètre de surface, très important parce qu'il faut bien comprendre que le corps humain, pour avoir sa température de ressenti, en fait, il fait un petit peu la moyenne entre la température ambiante et la température de surface ou les températures de parois des objets qui nous entourent, des murs également. Donc, chez vous, vous avez généralement un thermomètre qui permet de mesurer la température ambiante, mais cet appareil-là, il permet vraiment de mesurer la température de paroi. Donc ça peut être très intéressant d'observer la température qu'il fait, par exemple, sur une vitre, avec ou sans rideau. Ça peut vraiment mettre en évidence des changements de température assez conséquents. Cet appareil-là, au milieu, donc le moniteur de qualité de l'air, qui, lui, donne plusieurs informations, notamment 2 informations de température. Donc là, en l'occurrence, de température ambiante de l'air. Donc, il y a une sonde en fait que vous pouvez déplacer, que vous pouvez mettre par exemple dans une chambre parce que on ne chauffe pas forcément toutes les pièces de la même manière. Donc, ça peut vous permettre de faire le distinguo. Le taux d'humidité également, ça c'est quelque chose qui est très important pour éviter les surconsommations chez soi. Donc, de connaître ce fameux taux d'humidité que vous avez. Et également le taux de CO2 dans votre air environnant. Ça aussi, c'est comment dire, l'intérêt de connaître le niveau de pollution de l'air, en fait. Et d'ailleurs, ça rejoint le dernier appareil que je n'ai pas encore présenté, mais c'est un capteur de polluants. Voilà, ça peut vous permettre d'avoir certaines notions chez vous pour mieux connaître votre logement et pouvoir mieux agir finalement derrière. Alors, je vois qu'il y a une petite question. Peut-on profiter de cette mallette même si on n'a pas fait le défi? Malheureusement, l'idée, c'est justement que cette mallette est réservée aux participants du défi. Donc, malheureusement, je suis obligé de devoir répondre non.
en sachant que le défi, voilà, ce n'est pas quelque chose de contraignant du tout, hein, c'est simplement voilà, c'est faire de temps en temps des relevés de vos compteurs sur une plateforme et puis de pouvoir participer à ce genre d'atelier et notamment donc, de bénéficier de cette mallette. Donc voilà, c'est vraiment dans le cadre du défi. Pour le coup, là, la mallette mesure home. Alors, peut-on s'inscrire pour le défi de l'année prochaine? Alors, vous pouvez d'ores et déjà me faire parvenir de vos souhaits pour l'année prochaine. Moi, j'ai un fichier déjà de préinscription. Et puis après, évidemment, en temps voulu, je fais, ce sera probablement cet été, je referai la promotion du prochain défi de l'année prochaine. Là, l'actuel défi est encore en cours, donc les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais vous pouvez quand même me faire part de votre souhait de préinscription. Et puis, je vous laisserai d'ailleurs mes coordonnées de mail notamment. Et puis moi, je vous recontacterai à ce moment-là, au moment des ouvertures d'inscription. Alors, j'en profite. Donc, oui, je suis intéressé aussi. Très bien. Alors, je vous donnerai effectivement mon email. Je vais d'ailleurs vous envoyer quelques documents qui pourraient vous intéresser. Alors, je vous fais patienter un petit instant. Hop. Alors, il y aura notamment donc le fameux guide de l'ADEME que j'ai pu utiliser notamment pour la réalisation du quiz. Alors, voilà. Alors, dites-moi si ça fonctionne. Normalement, je vous ai envoyé un premier PDF. Donc, le premier, c'est voilà, réduire sa facture d'électricité. C'est un guide qui est proposé par l'ADEME. Voilà, vu que le thème de ce soir, c'était vraiment l'électricité, comment faire concrètement avec quelques petits conseils préconisés. Ensuite, il y a également un guide, toujours par l'ADEME, qui est cette fois sur le nouveau compteur d'électricité. Donc là, voilà, on est dans le thème ce soir. Un guide proposé par l'ADEME par rapport à ça. Je continue avec un autre qui peut vous intéresser. Cette fois, c'est l'électricité solaire. Alors, on ne l'a pas forcément abordé plus en détail aujourd'hui, mais étant donné qu'on voilà, ça reste dans le thème de l'électricité, si ça vous intéresse, un guide sur l'électricité solaire. Et je précise donc j'en profite un petit peu parce que, donc, comme je le disais, cet atelier il s'inscrit dans le cadre aussi du défi énergie. Il faut savoir que le défi énergie, vous avez la possibilité, donc ça se passe sur la plateforme en ligne Déclic, où vous créez vos compteurs et vous les agrémentez de relevés réguliers. Il faut savoir que si vous décidez de créer un compteur électricité, vous avez la possibilité de créer un compteur en fait spécifique Linky, auquel vous pouvez justement relier votre compte Enedis, d'où l'intérêt aussi voilà, d'avoir son compte Enedis de déjà créé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les relevés, vous n'avez plus vraiment à les faire. Ils sont faits de manière automatisée. Donc ça peut être, voilà, ça peut vous permettre aussi de ne pas avoir sans arrêt. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, si votre compteur se situe en extérieur, ça vous permet de ne pas avoir sans arrêt à sortir pour aller faire des relevés, d'autant que là, le défi énergie, ça se passe vraiment en hiver pendant la période de chauffe. Donc ça, c'est voilà, vraiment une possibilité que offre Déclic par rapport à ça. Et donc, je vous donne un dernier petit document. Alors ça, c'est plus pour les participants, si jamais ça n'a pas encore été fait, de relier le compteur Linky. Et finalement, cet atelier, ça vous donne envie de le faire. Voilà, un petit document sur en fait, comment connecter son compteur Linky. Alors, il est en train de charger. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui permet vraiment de simplifier les relevés. À ce moment-là, vous n'avez plus de relevés à faire. Je sais que la plateforme Déclic, ils sont en train, alors je pense que pour l'année prochaine, ce sera en vigueur, mais ils souhaitent faire la même chose avec le compteur communicant Gaspard, donc pour le gaz. Donc ça, voilà, ça permettra aussi de simplifier la prise de relevé pour la participation à ce défi. Alors, normalement, il est encore en train de charger. Sinon, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été évoqué ce soir? Allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez ouvrir vos micros, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Moi, je vous écris mon adresse email dans le chat. Je vérifie que je n'ai pas fait de faute. OK, donc là, j'ai envoyé mon adresse email. De toute manière, je vais d'ailleurs juste mettre le numéro de téléphone qui se situe là, hein, donc le 01 39 70 23 06, si vous avez une question par rapport à tout ce qu'on a évoqué. Sinon, peut-être Marine, Olivier, Frédéric, est-ce que vous avez un mot à ajouter par rapport
à cet atelier. Moi, de mon côté, à part vous remercier encore une fois. Et merci à vous surtout hein, d'avoir accepté de participer à cet atelier. C'était vraiment, vraiment sympathique de pouvoir organiser ça avec vous et puis de pouvoir effectivement un petit peu étendre le sujet sur le compteur Linky. Je pense que on a tous appris des choses ce soir. Je remercie aussi les participants pour les questions et voilà, ce qui a permis une interactivité. Voilà. Moi, je vous remercie parce que c'était quand même assez intéressant. Merci pour vos réactions. Je vois dans le chat effectivement donc des remerciements. Écoutez, on est sur la fin, alors je vais rester encore moi quelques minutes. Hein. Pour ceux qui veulent y aller, vous pouvez. Je vous remercie encore pour votre participation. Donc l'atelier est enregistré, donc moi je vais ensuite le mettre en ligne. Et puis écoutez, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me solliciter. Et puis je vous souhaite une bonne soirée à tous.